Donc, lors de l'épisode précédent, nous avons introduit la problématique de l'apparente contradiction entre le concept de spiritualité et celui d'entreprise. Ensuite, je vous ai présenté donc les 3 premières étapes de mon propre cheminement spirituel. Et aujourd'hui, donc, je vais finaliser cette présentation en fait des étapes qui m'ont permis d'atteindre, enfin de faire une expérience spirituelle majeure. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne K-Expertise, compagnie de conseil en management et développement de solutions numériques, spécialisée dans le conseil en intégration de technologies de l'information et de spiritualité en entreprise. Ici, nous parlons de business, de spiritualité et de technologie de l'information parce que nous restons convaincus que le monde de demain dépend en grande partie de la qualité de l'intégration de ces 3 composantes. Si tous ces sujets font sens pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, liker notre chaîne, nous mettre des commentaires et aller visiter nos autres canaux de communication, dont notre site web kexpertise.com. Donc maintenant le quatrième moment, la quatrième étape vers l'illumination. Donc cette même année, donc du terminal, encore un cours de philo, donc la même prof, un autre cours de philo pendant l'année. Donc là, elle avait imprimé la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Donc elle a imprimé le texte, elle l'a partagé donc à tout le monde. De la même manière, elle a commencé à lire à haute voix. Que raconte ce texte? Donc Hegel dit, imaginez qu'il y ait 2 personnes qui se battent. Donc là, c'est 2 hommes qui se battent dans un duel à mort. Duel à mort, ça veut dire que c'est un combat où la seule issue possible, c'est la mort d'un des 2 adversaires. Donc ils se battent, imagine à l'épée, ils se battent. Et il dit, imaginez qu'il y a un des 2 qui d'un coup a peur pour sa vie. Et donc, ça vous vaincu, renonce à combattre. Hegel dit, celui qui renonce au combat pour sauver sa vie devient l'esclave. Et l'autre, qui a gagné donc le combat, devient le maître. Il devient l'esclave parce qu'il a mis la vie au-dessus de sa liberté. Donc il devient esclave. Il perd sa liberté. C'est le premier temps. Deuxième temps, donc, l'esclave va devenir il va tout faire pour le maître, en fait. Le maître ne fait plus rien. Un peu comme s'il est sur son cheval, là, tu fais ci, tu fais ça. Donc l'esclave fait tout. L'esclave faisant tout, et le maître ne faisant rien, va s'opérer ce que Hegel appelle le renversement dialectique. Et qu'est-ce que c'est? C'est que l'esclave, par son travail, va acquérir une connaissance. Et le maître, par son oisiveté, va perdre toute forme de connaissance. Donc, libre qu'il était, va devenir complètement dépendant de l'esclave. Et l'esclave, lui, va devenir libre par son travail, qui va lui donner accès à la connaissance. Renversement dialectique, l'esclave devient le maître et le maître devient l'esclave. Quatrième moment majeur dans mon cheminement, je suis bouleversé en écoutant ce texte. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans la même continuité. C'est-à-dire que jusqu'ici, toute ma vie se passe au niveau cérébral, émotionnel, enfin, ce que j'appelais une vie normale, en guillemets. Mais là, il y a quelque chose à l'intérieur, autre chose, quelque chose que je ne contrôle pas, qui naît en moi, qui se nourrit de ces événements-là et grandit. 5e moment. Donc, entre-temps, je me rappelle, c'était donc à la fin du 2e trimestre où on avait déjà, donc à l'époque, donc j'étais encore en terminale, c'était la C, je crois, ou S, 93. Les demandes pour les prépas, donc on a les réponses à la fin du 2e trimestre, 3e trimestre compte pas en fait, c'est les 2 premiers trimestres qui comptent. Et donc là, j'ai des retours. J'ai déjà des retours, je suis pris à Janson-de-Chailly et je suis pris à Chaptal. Le 23e pour lequel j'avais postulé, pour lequel ça n'avait pas marché,
C'était une grande prépa qui était à Versailles, je crois. Bon, en tout cas, j'ai mes réponses positives, tout est formidable, j'ai atteint mon objectif. Enfin, une étape de mon grand objectif d'intégrer l'X. Et je me rappelle donc, c'était un. Donc là, on est dans le troisième trimestre. Je suis en train de. Je me rappelle, j'étais dans un des couloirs du lycée d'Anguin-les-Bains, Gustave Moineau. Et le couloir était complètement vide, et donc je marchais comme ça, en pensant un peu à rien. Et il y a une fille de ma classe qui vient à ma rencontre et qui me dit: Oh là là, Stéphane, extraordinaire, tu dois être heureux, tu as atteint ton objectif, c'est formidable. Et là, j'ai eu l'honnêteté. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait un choix. Je vais expliquer le choix après. J'ai eu l'honnêteté de me dire: bah non, je suis peu heureux. Ça m'a pas rendu heureux en fait. Je suis censé avoir atteint le sommet là, mais ça n'a pas fait comme on m'avait dit que ça devait faire. Et là où je dis que j'ai eu le choix, c'est que j'aurais pu me raconter une histoire en fait. Et ce qu'on fait souvent dans la société, c'est qu'on fait semblant d'être heureux. Donc j'aurais pu jouer le bonheur en fait. Un peu comme les photos un peu Instagram, ou bien tu vas en soirée et en soirée tu es censé être content. Donc il y a un simulacre de content. Quand tu vas en vacances à la plage, tu es censé être content. Donc tu fais des photos où tu es content. Mais c'est pas sûr que tu sois vraiment content. Mais comme tu es censé l'être, bah, tu joues ton rôle. Donc il y a une espèce de une comédie sociale comme ça. Mais là, avec les événements d'avant, déjà, il y a quelque chose qui en moi est en train de bouger. Non, je dis non, je peux. Je pense pas que je lui dis. Mais à l'intérieur de moi-même, je me mens pas. Ça le fait pas. Donc ça, c'est le cinquième moment. Sixième moment, donc l'année se finit. J'ai choisi Chaptal plutôt que Janson de Sailly. Et là encore, je choisis Chaptal parce que c'était plus connu. Ça faisait mieux de faire Chaptal. C'était moins connu que Janson de Sailly, alors Janson de Sailly est super à Chaptal. Donc on est dans l'image, hein, dans le film social. Bon, le prix Chaptal. Bon. Ok. Et donc, avant d'aller donc à Chaptal, avant de faire ma rentrée des classes, ma mère qui se saignait, on n'avait pas beaucoup d'argent, elle s'est saignée, elle m'a payé un 3 semaines de cours intensifs d'anglais à Oxford. Donc pendant l'été, je vais, parce que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on maîtrise pour entrer dans les grandes écoles, donc faire de l'anglais. Et avant donc de partir en Angleterre, je descends dans le sud, à Toulouse, voir mon ami d'enfance, depuis qu'on est petit en Côte d'Ivoire, avec lequel on a toujours eu des discussions un peu sur le sens de tout ça. Je vais le voir, et je vais le voir avec une question en tête. J'ai une question qui commence à me prendre vraiment sérieusement à la tête. Et ma question c'est, qu'est-ce qu'il y a après l'infiniment grand? Donc là, tu te représentes les galaxies, les amas de galaxies, etc. Puis à un moment, tu tombes sur quoi en fait? Ça me faisait bugger. La même chose vers l'infiniment petit. Qu'est-ce qu'il y a avant l'infiniment petit? Je descends, les atomes, molécules, atomes, noyaux d'atomes, les électrons, les quarks, et ainsi de suite. Et à un moment, tu tombes sur quoi en fait? Alors ça, c'était un bug. Ah, ça marchait pas, je comprenais pas. Donc je vais avec cette question, on discute, bon. Et je remonte, après je pars en Angleterre, et je passais par, à l'époque, on passait par le train à la gare du Nord. En arrivant à la gare du Nord, je prends, il y avait dans les kiosques là, chez une marotte, c'est une marotte chez Sciences et Vie, le journal, le magazine Sciences et Vie. Chaque été, tu as un numéro spécial sur Einstein ou des choses comme ça. Donc là, numéro spécial sur la vie d'Einstein. Que j'achète, pas parce que j'ai une véritable passion fondamentale d'Einstein, de la physique en fait, mais parce que un élève qui va en maths sup à Chaptal, bon, il s'intéresse à ce genre de choses. Donc là, on est encore dans la comédie sociale. Mais, comme dit Hegel, la ruse de Dieu, ce qu'il appelle la ruse de Dieu, c'est que
Dieu va prendre les intérêts de ton ego, c'est comme un appât, pour t'amener à beaucoup plus que ton ego. On retrouve ce phénomène dans le film Le Jaguar avec Jacques Brel, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est un petit gars, une petite frappe, comme on dit, un petit homme, quoi, c'est pas, il fait des business à droite à gauche, très narcissique, il pense qu'à sa vie, là, pas qu'à lui-même. Et le film, il commence, il est dans un ascenseur, et il va finir, à la fin de ce film, à devenir, il va changer complètement de vie, il va se marier en Amazonie, et consacrer sa vie à sauver la forêt amazonienne. Et il y a une phrase à la fin du film qui dit, mais qui aurait pensé est-ce qu'il aurait pu penser qu'en prenant cet ascenseur, ça allait l'amener là, en fait. Voilà, c'est un peu la même chose avec la rose de Dieu, c'est Science et vie, euh, spécial sur la vie d'Einstein. Donc je le prends pour une raison égotique, enfin un film social, et ça va m'amener beaucoup plus loin que prévu. Donc je le prends, je le lis, je commence à le lire, et en fait, ce qui parlait, ce dont parlait Science et vie, dans la vie d'Einstein, ce qui est important, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, parce que la relativité restreinte arrive en 1905, et après la relativité générale en 1915. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est que d'abord, à la fin du 19e siècle, les scientifiques pensaient qu'à 2-3 choses près, ils n'étaient pas loin de pouvoir tout expliquer. Formidable, c'est incroyable comment l'ignorance humaine est extraordinaire quand même. J'avais eu, moi, vécu la même chose quand j'ai fini ma terminale. J'avais parlé avec mon prof de maths et je lui demandais, mais les mathématiques, on a pratiquement tout fini. Je découvrirai en maths sup que j'avais même pas commencé les mathématiques, en fait. Bon. Donc les scientifiques, c'était un peu dans cet état d'esprit-là, et est venue la relativité restreinte qui a bouleversé le monde de la physique, puis la relativité générale. Et ce qui m'a choqué, enfin qui me touchait quand je lisais ce Science et Vie, c'est il parlait beaucoup d'unification en fait de tous les champs de la physique. On continue de travailler dessus avec les équations de la relativité générale qui permettent d'expliquer, donc qui marchent au niveau macro, galaxie à moins de galaxies, enfin au niveau à l'échelle Newton, c'est plutôt notre échelle, un peu plus gros, c'est plutôt la relativité générale. Et après, lorsque dans l'infiniment petit, donc au niveau des atomes, les quarks, etc., il y a 3 forces fondamentales, et c'est plutôt la mécanique quantique, les équations de la mécanique quantique qui permettent d'expliquer les phénomènes de l'infiniment petit. Et on essaie de réconcilier, en fait, trouver une espèce de grande équation qui permet de réconcilier en fait l'infiniment grand et l'infiniment petit. Puis il y a plusieurs possibilités, la théorie des supercordes, en fait il y a plein de possibilités, et puis on continue de chercher là-dedans. Mais dans une recherche d'unification. Okay, sauf que dans la science et vie, on parle d'unification encore plus grande, d'unification avec la religion, plus large. Et cette idée d'unification, ça me parle. Ça me parle. Donc après, donc là je suis à combien d'événements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e événement. Donc je pars avec toutes ces questions à Oxford, et toujours ma question l'infiniment petit et l'infiniment grand. J'ai 6 heures de cours intensifs avec un professeur personnel d'anglais, toute la journée, donc pendant 3 semaines. Et le soir, donc, je rentre, j'ai une famille d'accueil où je mange donc les repas anglais avec de la moutarde fluo, les petits pois verts fluo, enfin toute une ambiance, une famille très très sympa. Je me rappelle, il y avait un petit jeune, là, on allait jouer au foot ensemble de temps en temps. Et je me retrouve le soir donc dans ma chambre, là, tout seul, là. Bon. Puis je vais en cours. Jusqu'au soir du 27 août 1993. Donc aux alentours de 10h du soir. Donc là, c'est la veille de mon anniversaire. Moi, je suis né un 28 août, à midi 23 ou 26, un truc comme ça. Donc je suis vraiment la veille de mon anniversaire. Et là, ce soir-là, je me dis, aujourd'hui, je vais répondre à la question, qu'est-ce qu'il y a à voir à l'infiniment petit, qu'est-ce qu'il y a à apprendre à l'infiniment grand? Avec les armes dont j'ai à ma disposition, ma rationalité,
un peu d'imagination, pas beaucoup. Voilà. Puis avec ça, je vais répondre à la question. Aujourd'hui, là, je suis décidé, je vais répondre. Et j'avais donc, pour suivre mes cours, un cahier Oxford University, un gros cahier, à 4, pour mes cours. Donc, j'avais jamais écrit de ma vie. Jamais, enfin, j'ai écrit à l'école, en terminale, etc., pour la philo, pour avoir les bonnes notes, pour rentrer en sup, etc. Mais c'est l'écriture scolaire. Il n'y a pas écrire au sens où tu as besoin d'écrire. Non, j'ai jamais fait ça. Donc là, vers 10 heures, résolu, déterminé à répondre à la question, tout à coup, une explosion. C'est-à-dire que je mets ma tête et j'essaie de me figurer l'instrument petit, et au bout d'un moment, comme une accélération, comme une roue qui tourne à une vitesse incroyable qu'elle semble immobile, tellement elle tourne vite. Comme une toupie. Mon cerveau accélère, et là, un grand boom. Je me mets à écrire. Je fais des équations, des dessins, je parle de tout, de Jésus, de ceci. Plein de concepts. Toute la nuit. Donc j'écris, et donc le phénomène ne fait que s'amplifier. C'est croissant. J'écris jusqu'à le lendemain midi. Je me rappelle, c'était un jour, il faisait très beau. Donc j'arrête d'écrire. J'ai rempli mon cahier là de 100 pages, dans tous les sens. Je sors dans la rue. Tac, je vais au bout, je fais 2-3 blocs. Là, je vais m'acheter une canette de Pepsi. Donc le phénomène continue de monter, là. Je suis dans cet état-là. Je reviens, et quand je reviens, l'explosion finale, j'atteins... Le terme, c'est tout était un. Voilà. Plus tard, j'ai vu, mais longtemps après, une dizaine d'années après, j'ai vu des écrits, et le mot le plus proche, ils appellent ça le sentiment océanique. Où j'ai retrouvé aussi ça, quelqu'un qui l'a décrit. Mon épouse a vécu une expérience similaire. Je l'ai retrouvé chez Sadhguru aussi. Elle est connue. Donc un état d'unité totale. Ça veut dire que tout était un. C'est-à-dire que je continuais de voir, j'étais dans la rue. Donc je voyais la rue, les gens qui passaient, là, les arbres, le soleil, tout ça, toutes les formes étaient toujours là. Mais sauf que je voyais l'énergie qui habitait toutes ces formes-là, dont moi, en passant. Toute chose était habitée que par une seule énergie, comme s'il y avait une seule âme. Parce qu'il y en avait. Là, on a l'impression qu'on est des êtres individuels et puis là, on vit. Là. Non. Comme de l'océan. Il y a un océan et puis chaque goutte d'eau, on va dire les individus, les différentes formes, chaque goutte d'eau a une forme différente, ça fait un arbre, etc. C'est des formes qui émanent d'une seule et même énergie. Il n'y a qu'une seule énergie en fait. Et il y a des formes différentes. Il n'y a qu'une seule énergie qui habite tout ça. Donc j'étais dans cet état-là, là, à voir ça. Et donc dans cet état-là, donc la fameuse question qui m'avait amené là, qu'est-ce qui est avant l'infiniment petit, qu'est-ce qui est après l'infiniment grand, j'avais plus de questions. Parce que tout était évident en fait. La question même n'a pas de sens. Tout est évident. Et dans un état de béatitude, de plénitude, tout est clair. Donc toujours une conscience de moi-même, mais un moi-même qui n'est qu'une forme. Le fond, c'est cette énergie-là. Donc j'atteins cet état-là, et puis donc je reste à ce pic, je pense, pas longtemps, peut-être 10 minutes max, hein. Pas longtemps, c'est pas comme Sadhguru qui lui est resté une semaine comme ça dans cet état. Je ne sais pas si l'état qu'on appelle de Bouddha, c'est cet état d'illumination, mais sauf qu'il reste dans cet état-là tout le temps. Moi, une dizaine de minutes, le pic, et après, j'ai commencé à redescendre. Donc j'ai mis 12 heures à monter jusqu'à cet état-là, et après, je vais mettre encore 12 heures pour redescendre. Prendre 12 heures. Et quand j'arrive, donc je reviens que c'est redescendu, donc je reviens à mon état d'avant, mais c'est un état d'avant modifié. C'est-à-dire que tu as goûté. C'est un peu comme si on te prend dans ta vie là, normale, là, on te met au paradis 10 minutes, et puis on te remet dans ta vie d'avant. Ou comme, il y a l'expression chez les bouddhistes qui dit une étincelle, ou un instant, ou une seconde de lumière suffit à effacer 10 000 ans d'obscurité. Pour bien se représenter, on est tous là pendant des années, on est nés dans le noir.
On est là, pas une centaine, tout cela. S'il y en a un d'entre nous qui fait juste une étincelle, clac, et après on repart dans le noir, et qu'on a vu l'étincelle, on est changé à vie. L'étincelle, l'obscurité va créer, cet événement va être magique. Tout le monde va dire, ah non, à un moment j'ai vu ça. Ok, maintenant c'est la même chose. J'ai goûté, j'ai vu. Je reviens avec mon ego, moi, mais il y a quelque chose qui est plus comme avant.